L'Observatoire B2V des mémoires a pour intérêt principal de mettre ensemble des spécialistes de disciplines complètement différentes, mais qui ont pour point commun de travailler sur la mémoire. Et cette approche transdisciplinaire est certainement la piste privilégiée actuellement pour rénover, renouveler, repenser les questions de mémoire individuelle et de mémoire collective. Alors tout d'abord, il faudrait décrire ce qu'est le boom de la mémoire numérique. Il y a des dispositifs de stockage d'informations qui sont capables d'emmagasiner des quantités incroyables d'informations qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et ces informations sont sous toutes les formes. Ce sont des informations visuelles, des informations auditives, des informations textuelles. Et on est capable d'enregistrer en permanence les images que voit un individu. Le projet Google Glass, qui a été développé par le moteur de recherche Google, permet à chacun d'enregistrer son champ visuel et son champ auditif pendant toute sa vie. On fait aujourd'hui ce qu'on appelle les lifelogs, c'est-à-dire l'enregistrement continu des informations. Alors ça a des conséquences considérable parce que, bien sûr, on va pouvoir être accompagné de l'ensemble de ces images. Bien sûr, la question, si vous enregistrez l'ensemble de votre vie, c'est de savoir comment exploiter cette information, comment la segmenter, comment la noter, comment retrouver les choses. Et bien sûr, c'est ce défi-là, que faire de toutes ces mémoires et comment se débarrasser d'une certaine façon de toutes ces mémoires. Le paradoxe de cette mémoire numérique, c'est qu'à la fois, elle est considérable, c'est une hyper-mémoire, parce qu'on peut tout stocker. Mais d'un autre côté, c'est une mémoire extrêmement fragile. Alors pourquoi c'est une mémoire fragile? Parce que c'est une mémoire dense. En étant une mémoire dense, physiquement, elle va s'ancrer sur des dispositifs. Par exemple, si vous prenez un DVD-ROM ou un CD-ROM, il y a une durée de vie de 50 ans. Alors c'est rien à côté des ouvrages, des lettres, des cahiers que l'on avait à notre disposition. Puis qui plus est, c'est une mémoire qui non seulement est fragile physiquement, mais c'est une mémoire qui est fragile logiquement parce que les dispositifs de lecture de ces mémoires font appel à un certain nombre de normes. Et ces normes, une fois qu'elles ne sont plus en usage, font que les choses deviennent illisibles. Et donc, l'une des questions qui va se poser dans le futur, c'est d'essayer d'assurer la pérennité de ces mémoires, pérennité physique et pérennité logique. On se pose la question de la fragilité de ces données. Alors, on se pose la question de la fragilité de ces données parce que les supports, déjà, ne sont pas éternels. Et que donc se pose de façon récurrente, en particulier chez les archivistes, de la question de la migration de ces données sur des supports qui sont des supports durables. Alors est-ce que le développement des supports externes de mémoire corrélativement conduit à une plus grande surveillance des individus? On regarde aujourd'hui ce qui se produit, on paye avec sa carte bleue, tout ça peut être enregistré. Lorsqu'on va dans le métro, on utilise son passe Navigo et on est tracé. Lorsqu'on prend un avion, on est tracé. Lorsqu'on va chez le médecin, on utilise sa carte de santé, on est tracé. Et donc si l'on devait croiser toutes ces informations, nous serions suivis à la trace. N'importe qui peut prendre en continu des images sur le monde environnant. Il est capable non seulement de stocker ces informations, mais ensuite de les diffuser lui-même. Il y a un technologue américain qui a introduit un néologisme issu du français, une fois n'est pas coutume, pour exprimer cette tension. Il oppose la surveillance, qui est cette captation d'informations à partir du haut, à la surveillance, qui est cette capacité qu'ont chaque individu de prendre des informations et de les diffuser. C'est la volonté de vouloir faire naître de la société même la volonté de contrôle de l'État. De partir de la société grâce aux moyens technologiques qui le permettent aujourd'hui, de faire naître là un instrument de contrôle, l'État étant forcément le pôle négatif et l'individu le pôle positif. Ce phénomène de surveillance est un phénomène qui est lié aux technologies de l'information. Alors la surveillance, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est l'idée qu'avec un téléphone portable, avec tous les dispositifs qui sont assez peu coûteux aujourd'hui, tout le monde est capable de prendre de l'information et de la diffuser. Alors ça a
ça a des conséquences tout à fait considérables, hein, parce que, effectivement, hein, les hommes politiques, les pouvoirs institués aujourd'hui sont extrêmement vulnérables, puisque n'importe qui peut prendre de l'information. Par exemple, Julian Assange avec Wikileaks, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un militant de la transparence, puisqu'il a commencé sa carrière en concevant des systèmes de cryptographie qui étaient destinés aux citoyens pour lutter contre la surveillance. Et puis ensuite, il s'est dit, si on veut aider le citoyen, non seulement il faut lutter contre la surveillance, c'est-à-dire le protéger des forts, mais aussi il faut lui donner des armes, c'est-à-dire qu'on va surveiller les surveillants. Et donc, on va essayer de promouvoir cette captation d'informations, et non seulement la promouvoir, mais aussi aider les citoyens à la diffuser et à la mettre à disposition de tout le monde. On vient de voir aujourd'hui comment un employé d'une société qui travaillait pour la CIA, Snowden pour ne pas le nommer, a été capable de diffuser sur Internet des informations qui étaient extrêmement confidentielles, mettant l'État le plus puissant du monde dans une situation d'extrême difficulté. Ce que je trouve extraordinaire dans cette année 2013, c'est qu'on voit dans l'actualité surgir en même temps des revendications de l'individu pour plus de sécurité, pour l'absence de tout traçage par l'État, et en même temps la volonté de contrôler l'État. Donc on a un mélange de recherche de droit à l'oubli, et en même temps de recherche de contrôle sur l'État, donc d'interdiction de l'oubli par l'État. Alors, on parle effectivement depuis un certain temps de droit à l'oubli, parce qu'on voudrait protéger l'individu. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est celle de la faisabilité technique de ce droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on soit capable de reprendre l'ensemble des informations qui sont Internet pour les corriger. C'était extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire qu'on serait amené à truquer l'information qui existe. Là, nous sommes confrontés à une contradiction qui a des conséquences majeures sur la société et sur la mémoire de cette société. Parce que si on revendique la transparence totale sur les actions de l'État, on met évidemment les États en difficulté. Et toute une série de protocoles, de processus qui nécessitent un minimum de secret sont annihilés. Mais inversement, si on exige le droit à l'oubli absolu pour protéger l'individu, ça veut dire qu'on fait disparaître des éléments essentiels, fondamentaux de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. Si on avait instauré ce droit à l'oubli systématique, cette mémoire aurait disparu. Alors évidemment, après, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur la mémoire numérique, cette nouvelle dimension que prend la question de l'oubli. Alors oui, on doit s'interroger sur des mécanismes de contrôle de cette circulation de l'information et la capacité que les individus ont à pouvoir contrôler cette circulation. Mais le problème, à partir de là, c'est comment faire pour réguler ce système et en même temps respecter le droit à la mémoire. Pas simplement le droit à l'oubli, le droit à la mémoire de l'individu et la mémoire sociale. Mais qui va décider de ce qu'on va conserver ou pas conserver? Moi, je suis historien, je me pose des questions aujourd'hui. Les réponses, je vais les trouver dans les archives, mais dans les sources qui correspondent aux questions que je me pose. Je ne sais pas ce que mon collègue ou ma collègue, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, va se poser comme question. Et donc, de quelle source il ou elle va avoir besoin pour pouvoir répondre à ces questions. Donc c'est méconnaître totalement la démarche intellectuelle, la démarche scientifique, que de s'imaginer qu'il suffit de dire aujourd'hui, on va trier en faisant évacuer au maximum les données de caractère individuel, personnel, sauf pour un intérêt historique. Ouais, mais qui va fixer l'intérêt historique? L'État? L'individu? L'historien? Personne. On est incapable de le faire. Je ne peux pas vous dire.